Aujourd'hui, donc, nous allons vous présenter la prise en charge et particulièrement le protocole thérapeutique tel qu'il est appliqué à l'IHU pour la prise en charge ambulatoire des patients avec le Covid-19. Cette présentation sera en deux parties. Première partie avec le protocole détaillé, notamment les molécules utilisées, posologie, etc. Et une deuxième partie avec une vidéo immersive qui suivra le parcours d'un patient qui serait venu pour se faire traiter pour le Covid. Bonjour, aujourd'hui donc je vais vous présenter le protocole thérapeutique détaillé comme il est proposé à l'IHU pour la prise en charge ambulatoire des patients avec le Covid et on va revenir sur les différentes étapes. Tout d'abord, à qui ce protocole s'adresse-t-il? Il s'agit de tous les adultes avec une PCR positive. Un seuil a été fixé avec un seuil de cycle pour le CT, Cycle Threshold, strictement inférieur à 35, quels que soient les symptômes, avec ou sans symptômes. Pour les enfants, on propose de voir un avis pédiatrique et les femmes enceintes de se référer à des spécialistes de gynéco-obstétrique. Quand ce protocole peut-il être proposé? Comme vous le savez, on pense que la prise en charge la plus précoce possible permet d'améliorer le pronostic au maximum, donc c'est pour ça qu'il faut le faire le plus tôt possible. La première chose à faire dans la prise en charge ambulatoire, ça va être d'éliminer une détresse vitale et ou l'indication d'une hospitalisation précoce. Pour ça, on va revenir à la base de la médecine, c'est la prise des constantes, la saturation, la fréquence respiratoire, le pouls, la tension et la température. Les 5 constantes vitales qui sont essentielles. Grâce à ces 5 constantes vitales, il y a eu des scores qui ont été établis, notamment le score de News, modifié par l'IAO, qui permet d'aider à la décision. Si ce score est de 5 ou plus, à l'IHU, nous proposons une hospitalisation de manière systématique. Quelques situations particulières dans cette prise en charge ambulatoire précoce, l'infirmière d'accueil a un rôle particulièrement important puisque d'emblée à la prise des constantes, elle va pouvoir établir si une prise en charge urgente est nécessaire. Par exemple, si la saturation est strictement inférieure à 95% ou une fréquence respiratoire à plus de 25, le patient va immédiatement être mis dans un lit. Une gazométrie va être faite pour préciser l'état d'oxygénation du sang et tout de suite de l'oxygène va lui être proposé. Et cet oxygène, de façon très précoce, lui-même va pouvoir améliorer l'état du patient et le pronostic du patient. Par ailleurs, toute suspicion de surinfection, c'est-à-dire une fièvre très élevée avec la biologie un syndrome inflammatoire important ou une image au scanner qui fait penser qu'il n'y a pas uniquement le virus, mais on le sait très bien que les surinfections bactériennes peuvent être la cause de complications, doit conduire à l'hospitalisation du patient et nous ne traitons pas en ambulatoire les pneumopathies qui sont très suspectes de surinfection bactérienne. Enfin, comme on le sait, une autre voie des complications potentiellement gravissimes dans le Covid sont les thromboses. Donc tout patient qui a une suspicion de thrombose qui n'a pas pu être éliminée dans le temps ambulatoire, possible embolie pulmonaire ou une phlébite ou autre, devra être hospitalisé. Chez les patients avec une pneumopathie documentée au scanner et très inflammatoire, typiquement avec une CRP supérieure à 100 et une charge virale basse, une corticothérapie basse dose pourra être proposée en association avec des antibiotiques à large spectre. Chez les patients avec une détresse respiratoire qui n'est pas corrigée par le masque à oxygène à haute concentration, à 15 litres par minute, et pour qui l'indication de réanimation n'a pas été retenue, par exemple en fonction de l'âge, il a été développé ici à l'IHU, notamment par l'équipe du professeur Lagier, l'oxygénothérapie à haut débit, qui permet de sauver un tiers de ces patients. En absence de détresse vitale, qui aurait nécessité un avis réanimatoire évidemment, ou d'indication d'hospitalisation, comme on vient d'en parler, le patient peut être pris en charge en ambulatoire et une fois qu'il aura été vu, pourra rentrer au domicile pour la suite de la prise en charge. Quel est le bilan pré-thérapeutique avant de proposer le traitement médicamenteux? Tout d'abord, un point important, c'est la kaliémie. Le potassium dans le sang, on sait que le virus fait baisser le potassium et que c'est un marqueur de gravité. La première chose à faire, c'est d'avoir une mesure de cette kaliémie rapide. Il existe des appareils en moins de 20 minutes où on peut avoir le résultat de cette kaliémie. La numération formule sanguine va permettre de savoir s'il y a une anémie ou pas. Les dédimères, qui sont les marqueurs justement de la coagulation. L'électrocardiogramme, avec la mesure du QT corrigé. Et enfin, de façon très facile, une imagerie pulmonaire, non pas la radiographie thoracique, mais le scanner thoracique à basse dose, qui va être indiqué dès lors qu'il y aura un terrain potentiellement à risque ou des signes de gravité pour aider à la décision.
Un traitement est proposé au patient qui est informé qu'en janvier 2021, aucun traitement contre le coronavirus SARS-CoV-2 n'a d'autorisation de mise sur le marché en France pour le patient ambulatoire. Le traitement proposé est basé sur notre analyse de la littérature, les résultats de nos données de laboratoire et notre expérience sur plus de 13 000 patients infectés depuis mars 2020. L'accord du patient pour la prescription d'hydroxychloroquine en dehors de l'autorisation de mise sur le marché est sollicité pour chaque patient. Quel traitement va être proposé ensuite? Chaque traitement doit être prescrit après élimination des contre-indications. On voit trop souvent dans la littérature le traitement qui est prescrit oui ou non sans avoir fait un bilan préthérapeutique précis et une évaluation correcte des contre-indications. Ici, nous allons revenir seulement sur les contre-indications les plus fréquentes après avoir pris en charge plus de 10 000 patients en ambulatoire à l'IHU. Premier traitement, l'hydroxychloroquine. Un comprimé 200 mg matin, midi et soir avec le repas pendant 10 jours. Les principales contre-indications reviennent avec l'hypokaliémie. Pas d'hydroxychloroquine si hypokaliémie. On va supplémenter avec du chlorure de potassium 600 mg 2 fois 3 par jour et contrôler le potassium tous les 2 jours. Dès que le potassium est normalisé, on va pouvoir commencer l'hydroxychloroquine tout en continuant du chlorure de potassium mais à une posologie plus faible, 600 mg 3 fois par jour. Deuxième contre-indication, évidemment, les problèmes de repolarisation, le QT long à l'ECG ou tout électrocardiogramme anormal. Dans ce cas-là, un avis cardiologique doit être systématique. Et c'est le cardiologue qui nous dira la conduite à tenir. Est-ce que l'hydroxychloroquine est contre-indiquée? Faut-il une surveillance ECG ou d'autres investigations cardiologiques? En l'absence de contre-indication cardiologique initiale avec un électrocardiogramme normal, il n'y a pas lieu de faire de suivi cardiologique après toutes les données qui ont été analysées par les cardiologues qui ont travaillé avec nous depuis le début de l'épidémie. Par rapport aux médicaments que le patient a déjà, il est indispensable d'aller voir s'il y a des interactions médicamenteuses et des contre-indications aux associations avec les médicaments que le patient ne peut arrêter. Pour cela, il existe des logiciels d'analyse d'interaction. À l'IHU, nous utilisons le logiciel Teriac, il en existe d'autres, mais il est indispensable de systématiquement aller chercher les contre-indications aux comédications. Enfin, par rapport à l'allongement du QT, nous n'avons eu aucune torsade de pointe à l'IHU depuis le début de la prise en charge. Toutefois, nous estimons qu'il faut éviter de prescrire l'hydroxychloroquine et l'azithromycine chez quelqu'un qui a un autre médicament qui allonge le QT. Pour cela, nous utilisons une base de données dont l'adresse est mise sur cette diapositive pour regarder tous les médicaments qui allongent potentiellement le QT dans l'ordonnance du patient. Dans ce cas, si ce médicament-là ne peut pas être arrêté, nous ne prescrivons pas l'hydroxychloroquine à ce patient. Les autres molécules qui sont proposées sont le Zitromax, qui a potentiellement une action synergique avec l'hydroxychloroquine, 2 comprimés le premier jour, puis 1 comprimé par jour pendant 4 jours, ce qui fait donc 5 jours au total. Très peu de contre-indications, principalement l'allergie aux macrolides et la comédication à la colchicine. Ensuite, la troisième molécule qu'on propose, c'est le zinc. La posologie de zinc élément 15 mg 3 fois par jour, sous forme notamment de rubozinc, à prendre en dehors des repas avec un grand verre d'eau à 10h, 16h et 22h par exemple. Il faut surtout pas que le comprimé reste dans l'estomac parce qu'il peut être mal toléré sur le plan gastrique, alors que s'il est pris avec un grand verre d'eau, ça pose pas de problème particulier. La principale contre-indication, la grossesse au premier trimestre. Enfin, et c'est un point très important, l'anticoagulation. Comme on le sait, la formation de caillots et la coagulopathie associée au Covid, c'est un mécanisme pathogène majeur à l'origine de complications gravissimes. Dès lors, nous proposons l'énoxaparine, qui est donc de l'héparine de bas poids moléculaire, 0,4 ml sous cut une fois par jour pendant 10 jours, et seulement si le patient a une obésité, c'est-à-dire un indice de masse corporelle à plus de 30, à ce moment-là, 0,6 ml sous cut par jour pendant 10 jours. Nous proposons ce traitement par héparine systématiquement dans les cas suivants. Âge de plus de 70 ans, nous savons que c'est cette population qui est le plus à risque d'avoir des caillots. L'obésité, avec donc une posologie plus élevée par rapport au reste de la population. Un cancer en cours de traitement ou un antécédent de cancer. Antécédent de maladie thromboembolique, bien évidemment. Antécédent d'embolie pulmonaire, de phlébite.
Antécédents de chirurgie lourde de moins de 3 mois. Maladie auto-immune, particulièrement. Thyroïdite, qui est particulièrement associée aux maladies thromboemboliques. Lupus, ou toute autre maladie auto-immune, notamment spondylarthrite ankylosante. À Marseille, nous avons été particulièrement marqués par une personne d'un âge assez jeune ayant fait une myocardite sévère sur un terrain auto-immune. Par ailleurs, les hémoglobinopathies sévères, je parle de la thalassémie et de la drépanocytose. Et enfin, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, ces maladies digestives associées à un phénomène auto-immun qui sont particulièrement associés à un risque de thrombose plus élevé. D'autres situations vont faire discuter l'anticoagulation, mais qui ne sera pas systématique. La posologie sont les mêmes. Il s'agit de l'alitement prolongé. Il s'agit du postpartum, donc après la grossesse, notamment s'il y a un alitement prolongé ou une hémorragie de la délivrance, à discuter au cas par cas. Nous avons notamment eu une embolie pulmonaire en postpartum chez une femme enceinte. Après une hémorragie de la délivrance, c'était une période un peu particulière. La contraception orale, à discuter au cas par cas, c'est surtout évidemment si elle est associée au tabac. On sait que les femmes jeunes, pilules plus tabac, risquent de thrombose plus élevée que la population générale. Si là-dessus on a un Covid, on proposera assez facilement une anticoagulation. Et enfin, c'est au clinicien, avec tous les autres facteurs considérés comme facteurs de risque, de décider au cas par cas, notamment si on a une accumulation de facteurs de risque cardiovasculaire. Sur plus de 10 000 patients, nous n'avons eu à déplorer aucun accident hémorragique, alors que vous le savez comme moi, les accidents thrombotiques, les caillots, sont à l'origine de complications graves chez les patients Covid. Enfin, pour l'administration de cette héparinothérapie, il s'agit d'injections sous-cutanées. Nous allons prescrire le passage d'une infirmière une fois par jour, et ce sera l'occasion pour l'infirmière de surveiller la saturation au même moment. Il s'agit aussi de faire une surveillance des plaquettes à J5 et à J10 avec les dédimères pour voir que tout rentre dans l'ordre. Que faire si à la prise de sang les dédimères sont positifs? Les dédimères, comme je vous l'ai dit, sont le marqueur de la coagulopathie associée au Covid. Quand ceux-ci sont positifs à plus de 500 microgrammes par litre, nous préconisons systématiquement l'administration d'enoxaparine. Si ces dédimères sont à plus de 2000, nous préconisons la réalisation d'un angioscanner thoracique pour éliminer une embolie pulmonaire, et nous avons diagnostiqué entre 4 et 5 embolies pulmonaires de manière systématique, uniquement sur le dépistage de dédimères très élevés. Enfin, chez la femme enceinte, les dédimères sont très souvent positifs. Dans ce cas-là, un avis gynécologique est nécessaire. Chez les patients avec une anémie à moins de 12 grammes par décilitre, notamment s'il s'agit de personnes âgées et ou ayant une dyspnée importante, un essoufflement important, une transfusion sanguine sera discutée. Quelques remarques sur les comédications. À l'IHU, nous arrêtons les anti-inflammatoires non stéroïdiens, nous arrêtons les quinolones, qui pourront poser des problèmes d'interaction, notamment avec la chloroquine. Par rapport aux corticoïdes, il s'agit de distinguer la corticothérapie au long cours, qu'il ne faut surtout pas arrêter, car cela présente un risque d'insuffisance surrénalienne aiguë. Le traitement de l'asthme ne doit pas être arrêté, y compris les corticoïdes inhalés. Par contre, nous arrêtons les corticoïdes quand ils ont été prescrits pour le Covid en ville. Les données de la littérature ne vont pas dans le sens d'un bénéfice des corticoïdes en ambulatoire. Enfin, nous préconisons d'arrêter les médicaments qui font baisser le potassium, les médicaments hypokaliémants, quand cela est possible. Si cela peut décompenser une insuffisance cardiaque, évidemment, il ne faudra pas les arrêter en ambulatoire. Il faudra peut-être plutôt prendre en charge le patient en hospitalisation pour voir comment le traiter au plus tôt. Quelques remarques enfin sur l'héparine qui est prescrite pour le Covid et les patients qui sont déjà sous anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires. Chez des patients sous antiplaquettaires au long cours, de type aspirine ou clopidogrel, nous prescrivons l'enoxaparine. Par contre, chez les patients sous anticoagulants au long cours, nous ne modifions pas le traitement, nous maintenons les anticoagulants, qu'il s'agisse du rivaroxaban, du pixaban ou des antivitamines K, et nous ne prescrivons pas d'enoxaparine chez ces patients en ambulatoire. Quel suivi est conseillé aux patients? Ici à l'IHU, nous nous sommes rendus compte, et cela est cohérent avec la littérature, que la sensation clinique d'essoufflement arrive très tardivement et certains patients ont une désaturation avant même de ressentir le fait d'être essoufflé, ce qui est appelé l'hypoxie heureuse. Pour les patients qui viennent dans notre centre, une surveillance de la saturation est proposée, soit par un saturomètre digital qui s'achète en pharmacie,
de façon plus moderne, il existe des montres connectées qui permettent de surveiller la saturation, la fréquence respiratoire et même l'électrocardiogramme avec la mesure du QT corrigé. Quelles sont les consignes que nous donnons aux patients pour reconsulter, notamment si le traitement est mal toléré? Comme tout traitement, il peut y avoir des effets secondaires. Est-ce qu'il y a une dyspnée, une gêne à la respiration qui apparaît, ou est-ce que la saturation devient à 95% ou moins? Dans ce cas-là, il faut reconsulter immédiatement. Enfin, tout autre problème, au moindre doute, nous pensons que le patient doit pouvoir revenir pour poser toutes les questions ou vérifier que le traitement est bien toléré et l'absence de détresse respiratoire. Par rapport à l'anosmie, avec l'équipe d'ORL du professeur Justin Michel, ici à Marseille, il a été fait un tutoriel pour la rééducation très précoce de l'anosmie. D'après des résultats préliminaires, des corticoïdes par voie nasale sont susceptibles d'améliorer les symptômes à ce niveau. Nous proposons de faire un test PCR entre J7 et J10 pour évaluer s'il persiste un risque de contagion. En l'absence d'aggravation, le suivi peut être assuré par le médecin traitant. Enfin, si persistance de symptômes, notamment ORL, comme l'anosmie, neurologique, troubles de la concentration, insomnie, ou respiratoire, une reconsultation dans un centre spécialisé des séquelles du Covid pourra être proposée à distance. Quels sont les résultats attendus? Avec cette prise en charge, nous pensons que les risques de complications peuvent être diminués au minimum, et chez les patients qui ont pu rentrer chez eux car arrivés suffisamment tôt, l'appréciation de la mortalité est de l'ordre à confirmer de 1 pour 1000. Dans notre expérience, il est indispensable de dépister les patients très tôt pour pouvoir les prendre en charge le plus tôt possible. Donc très tôt, ça veut dire dès qu'il y a eu contact, dès qu'il y a eu signe clinique, et donc là, dans ce cas-là, il faut dépister. Ce dépistage peut tout à fait être fait en ville. Bien entendu, dès qu'un test est positif ou douteux, nous le recontrôlons avant de prendre en charge des patients. Ce contrôle se fait dans une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, par un test PCR très rapide, qui est fait derrière moi sous les tentes, et dès que la confirmation est réalisée, nous prenons en charge le patient dans la zone de suivi et de prise en charge des patients Covid. Voilà, donc en pratique, donc un patient avec une PCR positive qui souhaite être pris en charge en ambulatoire à l'IHU va tout d'abord faire des étiquettes qui sont indispensables pour le suite de la prise en charge. À partir de là, un parcours est détaillé pour le patient à l'avance. Il va patienter ensuite ici. Ce parcours est basé sur le concept du en avant, c'est-à-dire que quand il y a beaucoup de patients, les patients vont d'atelier en atelier. Tout d'abord, donc, on va rentrer ici dans la zone confinée. Et les patients donc, avec un Covid qui souhaitent être pris en charge en ambulatoire vont commencer par rencontrer l'infirmière d'accueil qui va vérifier l'identité du patient et commencer à rentrer les informations administratives dans le dossier. Ensuite, et c'est ici une étape capitale, la prise des constantes, qui va se faire notamment avec cet appareil, qui a la particularité de prendre la fréquence respiratoire de manière automatique sur la variation d'amplitude du signal de saturation. Ce qui permet d'avoir les 5 constantes du score de News pour tous les patients, la saturation, la fréquence respiratoire, le pouls, la tension, et il y a même un thermomètre qui est connecté avec cet appareil. À partir de là, un score de News peut être établi pour chaque patient et la détresse vitale est détectée la plus précocement possible. Si jamais une défaillance vitale est détectée à la prise des constantes, l'infirmier qui prend les constantes immédiatement va conduire le patient dans un box et va pouvoir l'allonger. Une gazométrie sera réalisée immédiatement et de l'oxygène lui sera proposé. Si une défaillance vitale a été éliminée lors des constantes et lors de l'interrogatoire avec l'infirmière d'accueil, le patient va suivre le parcours ambulatoire et il va commencer par une prise de sang systématique, comme nous l'avons détaillé dans le protocole, avec potassium rapide, dédimère, numération formule sanguine. Donc, une fois que le patient a eu les constantes, le bilan standard, on va proposer donc qu'il ait un électrocardiogramme systématique.
Grâce à ces appareils, la mesure du potassium est rendue en 3 minutes. Donc une fois que le patient a pu avoir son bilan sanguin, l'électrocardiogramme et le potassium rapide, le patient va être vu par un médecin pour évaluer le terrain. Est-ce que le patient fait partie d'une population à risque? Présente-t-il des signes de gravité? Et au bilan qui a été fait, y a-t-il des contre-indications au traitement? Une fois que le patient a été évalué par le médecin va décider de l'indication d'un scanner basse dose qui va permettre d'avoir une idée très précise du volume pulmonaire infecté. Et donc dans ces cas-là, les patients attendent. On a 2 vacations, une vacation entre 12 et 14 heures et une vacation le soir à 18h30 pour les non-urgents. Et évidemment, pour les personnes urgentes, on peut faire un scanner à toute heure de la journée en ambulatoire. Donc grâce à l'équipe du professeur Jacquier et avec le professeur Gobert et toute l'équipe de radiologie, nous avons pu faire un grand nombre de scanners basse dose qui irradient 3 à 5 fois moins que le scanner habituel, avec une excellente évaluation du volume infecté. Attention, toutefois, ça n'élimine pas évidemment une embolie pulmonaire. Donc ces données illustrent l'apport de la densitométrie thoracique dans le cadre du diagnostic de l'infection pulmonaire à Covid-19. Et au cours d'une acquisition qui dure autour de 3 secondes, on a une évaluation immédiate et exhaustive de l'atteinte du parenchyme pulmonaire qu'on a donc pu quantifier grâce à un algorithme développé au sein même de notre institution, un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, je vais vous présenter une équipe qui intervient au sein de l'EHU, l'équipe des médecins volontaires bénévoles. Alors, qui sont ces médecins? Aujourd'hui, ce sont principalement des médecins retraités, puisqu'ils sont disponibles. Donc, que font ces médecins volontaires bénévoles? Ils participent à une des étapes majeures dans la prise en charge du patient. Ils contrôlent les bilans biologiques de chaque patient Covid positif. Systématiquement, le lendemain de la prise en charge du patient à l'hôpital de jour, ils vont téléphoner au patient si il a un résultat biologique perturbé. En fonction de ce résultat biologique perturbé, il va définir une stratégie, une conduite à tenir au patient. Alors cette étape est capitale car avec des paramètres biologiques simples, on peut prévenir, détecter des complications majeures chez les patients Covid positifs et notamment l'embolie pulmonaire. En effet, un paramètre qui se dose très facilement, qui s'appelle les dédimères, permet de détecter cette complication majeure. Donc, que fait le médecin lorsque les dédimères sont élevés? Si ça rentre dans un certain niveau, on prévient l'embolie pulmonaire en anticoagulant le patient, en le mettant sous anticoagulant. Si le seuil est plus important, à ce moment-là, ce n'est plus du préventif, c'est du curatif. Il faut que le patient soit contacté le plus vite possible pour être pris en charge par les services de radiologie, pour avoir un angioscanner pulmonaire et donc là, détecter l'embolie pulmonaire et pouvoir être traité le plus rapidement possible. Ainsi, tous les mois, on détecte environ 2 embolies pulmonaires et donc on sauve 2 vies. Les patients nécessitant une hospitalisation sont pris en charge dans une des 75 chambres seules de l'IHU Méditerranée Infection. Nous leur prodiguons des soins associant le traitement antiviral, éventuellement une corticothérapie pour certains d'entre eux, dans certaines indications, et bien entendu un support en oxygène. Depuis le mois de septembre, nous avons fait l'acquisition, grâce à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, de 14 dispositifs d'oxygénothérapie à haut débit qui nous permettent d'utiliser cette technologie, jusqu'à présent utilisée exclusivement en réanimation, pour des patients souvent âgés ou ayant des comorbidités qui les rendent non éligibles à la réanimation. Cette technologie a permis de sauver un tiers d'entre eux qui jusqu'à présent étaient systématiquement condamnés malheureusement.